Donc je suis Daniel Graham, je suis herboriste naturopathe. Je suis né à Liège en 1949 et j'habite Serey depuis de très nombreuses années. Donc j'ai ouvert d'abord un commerce en 80 d'herboristerie et d'alimentation bio. J'ai été un des premiers à ouvrir ce type de commerce-là ici dans la rue d'abord Papillon, puis rue Morchamp. Et j'ai fait des études d'herboristerie, de naturopathie à Paris pour pouvoir recevoir des gens, faire des consultations, etc. Et alors, donc j'aime Serey pour ses verdures, mais surtout pour ses habitants. Je trouve que les habitants de Serey sont très chaleureux. Et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de déménager de Serey, mais je suis toujours resté parce que j'aime mon quartier, j'aime ma ville. Et je trouve qu'il y a beaucoup de points qui peuvent être positifs à Serey. Mais ce que j'aime le mieux, c'est les gens. C'est vraiment les gens que j'apprécie le plus, la chaleur humaine. J'ai voyagé beaucoup, mais j'ai pas retrouvé cette chaleur-là qu'à Serey. Comment ont réagi les Sérésiens à l'ouverture d'un magasin bio? Au départ, j'ai été étonné, mais le directeur d'une grosse firme bio, fait de compléments bio, faisait découvrir ses visiteurs étrangers, partout en Belgique, les beaux magasins bio, etc. Puis il repassait par ici, rue Morchamp, et il disait, voilà, c'est un exemple atypique de magasin qui a réussi dans un quartier qui n'était pas programmé pour le bio, et il montrait ça comme une curiosité. Et donc ça a toujours été une curiosité qu'un magasin de type bio qui coûte quand même plus cher, etc., marche dans ce quartier-ci. On a appelé dans le temps ce quartier le quartier PMS, Papillon, Morchamp, Molinet, Lise. On dit que c'est un quartier en dépression, c'est un quartier dans le bas de Serey, dont la réputation, il faut le dire, mon cher Daniel, n'est pas exceptionnelle. Et pourtant, vous avez l'air emballé d'y être. Oui, parce que je crois que quand on fait un beau travail, quand on est positif, je dirais peu importe le quartier. Donc je me rends compte que, bon, il y a des gens extrêmement pauvres, on a l'abri du jour en face, on a la soupe populaire. Donc on voit, mais je pense que partout, malheureusement en Europe, on voit une pauvreté qui s'installe. Donc on se dit, tiens, c'est étonnant, on nous avait promis la prospérité, c'est le contraire. Et nous, on veut rester positif et bouger, faire des choses positives, essayer de rendre le quartier viable. C'est pour ça que je suis coordinateur de partenariat local de prévention. C'est pour que le quartier soit vivable, pour qu'on essaie de l'améliorer, pour qu'on essaie qu'il soit plus propre, qu'il soit en sécurité. Parce que je trouve que chacun doit agir à son niveau. Au lieu de critiquer, il faut agir à son niveau. Positivement. Alors, ne nous voilons pas la face, vous avez nommé à plusieurs reprises le quartier, mais comment rêvez-vous votre quartier rêvé? Ce serait quoi le quartier Morchamp si vous pouviez le remodeler? J'aimerais bien faire un beau parc par exemple qui serait accessible tout le temps, mais moi je fermerais la nuit le parc comme on fait à Paris, tout ça pour que le parc soit sécurisé, qu'on ne le vandalise pas naturellement, que les rues soient très propres, que tout le monde y mette un peu du sien pour améliorer ses façades, pour mettre un peu de couleur, pour dire on va brosser le trottoir, pour que chacun fasse un point positif. Et je crois que si tout le monde faisait ça, le quartier deviendrait formidable. Parce que je crois que la commune fait quand même un gros effort pour Serey, donc je pense que là, bon, il faut reconnaître qu'on fait des efforts quand même considérables, mais que les participants doivent aussi être positifs et dire voilà, moi je ne fais ce que nettoyer son trottoir, le brosser, rendre sa façade un peu plus agréable, mettre un petit pot de fleurs. Moi j'ai une cour ici où j'ai environ 70 plantes médicinales, donc je mets des fleurs, et quand les gens rentrent dans ma cour, ils se disent ah comme c'est beau, donc j'ai rendu un petit coin qui n'était pas très beau, mais agréable à vivre. Ici c'est le cassis. Donc le cassis, on utilise le bourgeon, la feuille. C'est une plante anti-inflammatoire, anti-arthrose, anti-allergique et surtout anti-fatigue. Alors ici vous avez le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba, c'est la plante de la mémoire. C'est une plante qui va lutter contre les fatigues cérébrales. On pense que c'est un bon préventif de la maladie d'Alzheimer, de tout ce qui est neurologique. Donc le ginkgo biloba, c'est un arbre qui a résisté à la bombe atomique à Hiroshima. Quand on a acheté la bombe, la première plante qui a repoussé alors que c'était dans la zone de la bombe,
c'est le ginkgo biloba. Il est d'ailleurs toujours là maintenant. Il est devenu un symbole de la longévité, le ginkgo biloba. C'est la plante qui s'appelle le casse-pierre. C'est la pariétaire. Donc c'est une plante qui pousse à travers les pierres. Et on a vu qu'elle cassait nos pierres. Donc on va l'utiliser dans les pierres au rein, dans les pierres à la vésicule. Donc on fait des tisanes avec cette plante-là. Donc c'est le casse-pierre que les anciens appelaient. Voilà la sauge. Donc la sauge, les anciens disaient que quand on avait de la sauge dans son jardin, on ne pouvait pas mourir. Donc ils attribuaient beaucoup de vertus à la sauge. Nous, on l'utilise pour la digestion. Chez la femme ménopausée, pour les bouffées de chaleur. C'est une excellente plante. Aussi pour toute la digestion. Ça, c'est le romarin, plante du foie, de la vésicule, plante de la fatigue aussi, le romarin. Donc c'est très intéressant d'avoir un peu de romarin dans son jardin. Et la chélidoine, donc on casse une petite plante comme ça, il y a un liquide jaune qui vient, et on met ça sur les verrues. C'est la plante des verrues. Les homéopathes utilisent la feuille chelidonium en homéopathie pour soigner le foie. Ici, c'est la caussoude. Donc la caussoude, c'est une plante qui répare les os. Une petite anecdote, mon chat s'était cassé la patte et en fait, il mangeait la caussoude pour réparer sa patte. C'est la seule plante qui fait ça et j'ai vu mon chien qui le faisait. Daniel Graham, je vous prends en flagrant délit de médicaments. C'est quoi le perniso? Le perniso, on va expliquer, c'est de la moule verte de Nouvelle-Zélande. Et des chercheurs se sont aperçus que la moule verte de Nouvelle-Zélande, elle combattait les douleurs articulaires. Elle contient certains oméga 3 particuliers. Ici, on l'a mis en capsule parce que manger, c'est une grosse moule là-bas, la moule verte de Nouvelle-Zélande, c'est pas la petite qu'on a ici. Donc on l'a réduit en poudre et on l'a mis en capsule pour les douleurs chroniques, les douleurs articulaires, parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. On peut la prendre même toute sa vie si on veut. Donc voilà, c'est la moule verte. L'herboriste biologiste que vous êtes peut nous garantir tout ce qu'il raconte? Oui, parce que ça a été, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites, et on parlait du professeur Barnard, qui avait le premier fait une transplantation cardiaque. En effet. Un jour, je lis son autobiographique, et il a souffert de polyarthrite rhumatismale, donc il n'a plus se opérer. Ce qui était capital pour lui. Oui, c'était donc il perdait. Et il dit que le seul produit naturel qu'il ait soulagé, c'était la moule verte de Nouvelle-Zélande. Je me souviens de ça dans son livre, j'avais été jeune, il connaissait, et il avait dû essayer des plantes aussi, parce que malheureusement, un grand chirurgien qui perd ses mains, c'est une catastrophe. Alors, à côté de tout cela, je découvrais ici à ma droite une classe. Oui. Vous êtes professeur aussi? Non, c'est une salle de conférence. Voilà. C'est ici qu'on donne les conférences. Donc, au moins une fois par mois, on réunit des conférences. Moi, j'ai déjà donné sur les centenaires, j'ai déjà donné sur le vieillissement, j'ai donné sur la fatigue chronique, sur l'hypertension. Donc j'ai donné sur toutes sortes de sujets, mais on invite aussi toutes sortes de conférenciers. Et c'est quelle divinité? Tu peux dire un mot, hein? C'est le Bouddha. C'est le Bouddha. On peut dire, le bouddhisme, c'est pas une religion, c'est une philosophie. Oui. Donc le bouddhisme, c'est la seule, on va dire, religion, entre guillemets, qui n'a jamais fait de guerre. Toutes les autres ont fait des guerres. Les guerres de religion, l'Inquisition, tout ça. Or, le bouddhisme, c'est une manière de vivre, c'est une manière de prendre les choses. C'est une philosophie. C'est une philosophie de vie, voilà, qu'on a dit une religion, mais pour moi, c'est pas une religion. Et ici, on l'a mis parce que tout près du figuier, justement, parce que le figuier rend zen. Alors, on a mis ça pour souligner le côté zen du figuier. Le béotien que je suis mélange tous les Bouddhas. Y en a-t-il plusieurs ou y en a-t-il qu'un, Daniel? Moi, je crois qu'il y en a qu'un. Moi, je crois qu'il y en a qu'un, mais qui est représenté d'une manière différente. Qui est représenté d'une manière différente. Qui dit quartier populaire dit aussi population venue d'ailleurs. Est-ce que votre travail de bon petit belge, de bon liégeois, a un impact particulier sur ces personnes qui, pour ne pas les nommer, viennent des pays d'Afrique du Nord, viennent d'Espagne, de Grèce, de ces pays où le bio n'est pas un luxe, mais souvent une nécessité. Tout à fait. Mais disons, j'ai eu quelques personnes qui sont venues, donc notamment des Noirs, des gens d'origine arabe, on va dire comme ça. Mais finalement, je me rends compte qu'il y en a très peu, parce que souvent, ils tournent en circuit fermé. Ils ont leurs magasins, ils ont leurs habitudes, ils ont leurs magasins africains, etc. Donc je me rends compte qu'on peut toucher certaines personnes, mais pas toutes. Pas toutes. Et moi, j'aurais bien voulu justement qu'il y ait une interconnexion et qu'on puisse même se parler, se rencontrer entre commerçants. La question peut paraître idiote. Pour un moins nanti, manger ses légumes est une nécessité.
Et pour un riche, c'est devenu un must. Il y a de plus en plus d'émissions qui parlent de cuisine et notamment aussi de bio. Quel est votre avis de professionnel sur cette, j'allais dire, gabégie d'émissions? Et moi, je crois que le bio, on pourrait le faire chacun chez soi, parce qu'on peut faire un jardin au carré, qu'on appelle. On a vu que sur un carré, en faisant des petits carrés de 50 cm, on peut cultiver un tas de légumes. On pourrait cultiver en pot des salades. Donc, on pourrait faire des petites choses. Moi, je vois que beaucoup de gens ont des pelouses, mais pas de légumes. Et ils sont en train de tondre à gauche, à droite, et il n'y a pas de légumes, il n'y a pas d'herbes médicinales, il n'y a pas de romarin, il n'y a pas de thé. Et alors ils vont les acheter. Mais c'est ridicule, on pourrait le faire chez soi. Donc je pense que le bio, ce n'est pas... C'est plus qu'une nécessité, c'est de revenir aux sources que le monde a toujours eues, parce qu'avant il y avait du bio, tout simplement. Donc on doit revenir à ce qu'on a toujours fait, mais chacun peut le faire chez soi. Alors, votre rêve pour un nouveau serin, pour un autre serin, peut-être un serin jardin? Oui, pourquoi pas, de dire faire... on a déjà commencé à faire des jardins communautaires, qu'on encouragerait. Par exemple, le jardin au carré, ben, c'est une petite fondation en bois, de dire, voilà, on pourra faire des achats groupés, proposer ça aux gens, de dire, on va faire on va créer des guides jardiniers qui pourront aller chez les gens, et dire, voilà, avec un petit pot de fleurs, on peut faire déjà des choses. Donc, c'est des petites choses qui peuvent faire beaucoup, énormément. Au-delà de toutes vos qualités dans l'alimentaire, dans le bio, vous êtes aussi un écrivain, Daniel Graham. Pourquoi? Ben voilà, j'ai écrit d'abord un livre autobiographique de l'ombre au soleil qui raconte un peu mon cheminement, parce que moi j'avais un cheminement très compliqué, très difficile, dans la violence, etc. Et j'ai changé d'état d'esprit, je me dis je vais le communiquer et de dire qu'il y a moyen de changer même quand on est dans le fin fond du gouffre. Donc ça a été le livre de l'ombre au soleil. Puis j'ai écrit un deuxième livre. Et en fait, c'est les questions qu'on me pose tous les jours dans mon herboristerie. Et je réponds en 38 chapitres. En 38 chapitres, on a un peu une couverture de pathologies, de la fatigue chronique, des rhumes à répétition, des gens qui ont des douleurs, et que faire avec les plantes, que faut-il manger, etc. Et puis j'ai écrit un troisième livre, Centenaire, pourquoi pas? Parce que je me suis dit centenaire, on veut tous un vieillissement le mieux possible. C'est pas question d'être centenaire, mais de vieillir bien. Et dans ce livre-là, j'ai dit tout ce que je savais sur le vieillissement, on va dire bio, sur ce qu'il faut faire en plantes, en oligo-éléments, en alimentation. Moi, je ne parle pas des médicaments, parce que c'est pas mon rôle, mais en naturel pour bien vieillir. Et puis, je viens de finir un dernier livre qui s'appelle Petit récit de comptoir d'un herboriste, qui est un peu la suite de l'ombre au soleil. Et je raconte des anecdotes, des gens que j'ai rencontrés dans le magasin, des gens qui me semblaient importants. Qui se confient? Qui se sont confiés, mais parfois, il y a un de mes clients qui voulait me tuer. Et alors je me suis dit, tiens, c'est curieux, parce que il y a tout un chapitre sur l'homme qui voulait me tuer, finalement. Je ne devrais pas en rire, mais vous en riez mais aussi, c'est très inquiétant, Daniel. parce que finalement, on s'aperçoit que la police ne sait rien faire. Et je raconte dans ce chapitre-là quel état d'esprit j'ai dû adopter face à quelqu'un qui n'a plus sa tête et qui veut vous tuer, mais sans raison, parce que j'avais rien fait. Et en fait, il y a dans Petit récit de comptoir d'un herboriste, c'est un peu ma vie, pas ma vie, mon testament, mais en fait, c'est les gens que j'ai rencontrés qui m'ont paru étonnants, et c'est des anecdotes de vie. Voilà, c'est un petit récit de comptoir. J'allais vous anticiper ma dernière question en quelques très courts mots. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux jeunes pensionnés cerésiens que vous êtes? Mais moi, je vais dire, pour tout le monde, je crois que quand on est pensionné, il y a une chose qu'on doit faire, c'est ne pas s'arrêter. C'est continuer à vivre, à faire des choses qu'on aime, peu importe, mais à continuer à vivre. Parce que si on ne vit pas, ben, on est quelque part mort. Donc il faut vivre. Et pour moi, je continue. Donc moi, je continue tout, comme si de rien n'était. Je continue mes consultations. Je reste ici dans le magasin pour rendre service aux gens. Je vais faire des promenades dans les bois. J'ai créé un groupe de pensée positive. On se réunit tous les mois, on prend un thème et on parle suivant la pensée positive. J'organise des conférences. J'ai organisé une conférence avec un guérisseur. On organise une journée porte ouverte.